En 62, j'avais 6 ans. Toi, moins 35. À 6 ans, t'étais quoi? Un Pokémon, un Dragon Ball Z? Bon, la génération précédente, c'était Goldorak, Tortue Ninja. Bon, bah nous, tout simplement, c'était les Indiens et les cow-boys. Et on avait des pistolets à pétard. Tu vois là, coin du feu, moi je sais pas si je suis Steve McQueen, John Wayne. Les westerns, ça peut paraître un peu désuet. Non, je dirais pas ça, tu sais, les westerns, c'est un peu le b.a.-ba, quoi. Avant, on savait pas filmer tous ces combats, ces bagarres, ces poursuites. Alors, question poursuite, je vais te dire. Le film que j'ai choisi, non seulement il est mythique, mais c'est un cas d'école. Bah, dis-moi. On est où ici? En Californie, dans le Grand Ouest. Gagné. Le film, c'est La Conquête de l'Ouest, en version originale, How the West Was Won. Production colossale, distribution énorme, budget 15 millions de dollars en 1962. 3 réalisateurs. C'est une grande fresque qui nous raconte 50 ans de l'histoire de la conquête de l'Ouest. Tu sais qu'une partie de ce film de 2h45 a été tournée là, juste en face dans les collines de Lone Pine, on les appelle les Alabama Hills. Et une autre partie, il y a même eu des scènes qui ont été tournées directement dans le campground. Ils ont tourné dans le camping. Yes, ils ont tourné dans le camping et c'est la première fois qu'on va dormir sur un plateau de cinéma. Nickel. Nickel, nickel. Et si on n'est pas attaqué par les Indiens, parce qu'il y a pas mal de réserves autour hein, quand même. Ok, ouais, intéressant. Lone Pine, on pourrait appeler cela les collines des westerns. Ancien territoire des tribus amérindiennes Paiute et Shoshone, la vallée de l'Owens n'est qu'à 3h30 au nord-est de Los Angeles. Elle s'étend au pied du versant est de la Sierra Nevada. Lone Pine doit sa naissance aux colons venus ici exploiter l'or, l'argent, la forêt, le marbre et les granites. Mais dès 1920, l'industrie cinématographique s'est emparée des lieux, faisant de Lone Pine et des Alabama Hills un Hollywood en plein air. Oh, dis donc, c'est pas étonnant hein, qu'ils aient tourné ici. T'as vu cette lumière, ce ciel bleu, mais c'est surtout la lumière qui est incroyable. Ouais, j'ai même pas mes lunettes. Ah ben ça, faut prévoir les lunettes de soleil ici. Hein. Tu te rends compte même ce qui est censé se passer en Inde. Les lanciers du Bengale, la charge de la brigade légère. Même ça, ils l'ont tourné ici en Californie, à Lone Pine. Avec ce décor, on a l'impression que tu peux jamais louper une scène. Alors, regarde, c'est là où ils ont filmé l'attaque des Indiens dans la conquête de l'Ouest. Ah bah dis donc, on a l'impression qu'on va les voir arriver là, les Indiens. Tu sais que cette scène, 2 jours complets de préparation. Pendant le tournage, il y a eu un chariot qui a dévalé la pente, qui s'est retourné. Et forcément, il y a eu des blessés, des dégâts matériels, des blessés, etc. Tout ça pour 5 secondes à l'écran. T'imagines? Hein, c'est incroyable, magie du cinéma, tu vois, 2 jours, 5 secondes à l'écran. Dans toute cette histoire du cinéma, qui s'étale sur presque un siècle ici à Lone Pine, il fallait bien faire un choix. C'est quand même un truc de ouf tout ça. C'est un truc de ouf, un siècle de cinéma. Et alors, la conquête de l'Ouest, l'année 62, pourquoi pas? L'année 62 est excessivement riche en tout domaine. Et question western, ici, parmi les 400, la conquête de l'Ouest ou un autre, c'était pareil.
En France, le premier au box-office, c'est Le jour le plus long, talonné par La guerre des boutons et West Side Story. La conquête de l'Ouest de John Ford, Henry Hathaway et George Marshall arrivent en 5e position. Viennent ensuite Le repos du guerrier et Un singe en hiver. Le classement aux USA est différent. Notre film arrive en 2e position derrière Cléopâtre. Les oiseaux d'Hitchcock prennent la 8e place, juste devant Sean Connery dans Dr. No. En musique, 1962, c'est la création des Beatles et le lancement de leur premier 45 tours, Love Me Do. Love Me Do. C'est le premier album de Bob Dylan. C'est l'année de la formation des Rolling Stones, pendant que Johnny Hallyday retient la nuit à l'Olympia et que Gilbert Bécaud se demande ce qu'il va faire. Bourvil tombe sous le charme d'un clair de lune à Maubeuge et l'éternelle amoureuse Edith Piaf nous parle d'amour avec Théo Sarapo. Françoise Hardy se lamente et Claude François les trouve toutes belles, belles, belles. Aux USA, ça rock avec Elvis qui chante Good Luck Charm et ça slow d'enfer avec Ray Charles et le fameux I Can't Stop Loving You. Première diffusion d'Interville avec l'inénarrable trio Guy Lux, Simone Garnier et Léon Citrone. Première diffusion aussi pour Bonne nuit les petits. Et première pour Le Saint, qui révèle Roger Moore dans le rôle de Simon Templar. Un soir de février 62, JFK demande qu'on lui procure d'urgence 1000 de ses cigares préférés, des petits Huppmann. Le lendemain, dès 8h, ses vœux sont exaucés. Instantanément, Kennedy sort son stylo, attrape les documents qui sont sur son bureau et les signe. Les États-Unis venaient de prononcer l'embargo sur Cuba, c'est-à-dire l'asphyxie du pays par un blocus économique, commercial et financier. Le 9 mars, le gouvernement américain déclare officiellement que les USA interviennent militairement au Vietnam. C'est le début de 10 années de guerre. Ce qui n'empêchera pas John Fitzgerald Kennedy, quelques mois plus tard, de fêter dignement ses 45 ans. Le 19 mai, Marilyn Monroe, vêtue d'une robe cousue directement sur elle, entonnera de sa voix la plus sucrée le fameux Ce soir-là, il y avait 15 000 personnes au Madison Square Garden. L'icône américaine mourra 2 mois et demi plus tard, le 5 août. We choose to go to the moon. Le 12 septembre 1962, le programme spatial américain était officiellement lancé. Au mois d'octobre, la guerre froide atteint son paroxysme. Les sous-marins et les navires de guerre de Nikita Khrouchtchev, président du Soviet suprême, tous équipés de missiles à tête nucléaire, s'approchent dangereusement des rivages américains. Les sites d'installation de missiles nucléaires soviétiques sur l'île de Cuba venaient d'être repérés. John Kennedy devra montrer ses muscles, hausser le ton et annoncer officiellement à Nikita que lui aussi avait des joujoux. Une guerre nucléaire mondiale est évitée de très peu. La popularité de Kennedy est renforcée, tandis que Nikita Khrouchtchev sera désavoué et renversé 2 ans plus tard. C'est à la suite de ce grave incident qu'un téléphone rouge sera installé entre la Maison-Blanche et le Kremlin. En France, c'est le général de Gaulle qui préside au destin du pays. L'année commence par des festivités. Le 19 janvier, le paquebot France embarque 1705 passagers pour sa croisière inaugurale. Le 18 mars sont signés les accords d'Évian. C'est la fin d'une guerre de 7 ans et 5 mois et le début de l'exode des Pieds-Noirs. Plus de 900 000 personnes abandonneront leurs biens en Algérie pour rejoindre la France métropolitaine. Yves Saint-Laurent présente sa première collection. Les premières mini-jupes imaginées par Marie Kant affolent les rues de Londres.
Aux États-Unis, Andy Warhol participe à sa première exposition collective en présentant ses Campbell Soup Cans. C'est en 1962 qu'il utilisera la sérigraphie pour réaliser ses fameux dollars, ainsi que la série sur les stars américaines, dont bien sûr Marilyn. Graham Hill est sacré champion du monde de Formule 1 sur BRM qui s'octroie le titre de champion du monde des constructeurs. Les Verts de Saint-Étienne remportent leur première Coupe de France, alors que le Stade de Reims s'adjuge de peu le championnat. En rugby, pour la 6e fois de son histoire et la 4e fois consécutive, le 15 de France remporte le tournoi des 5 nations. Côté vélo, pour son premier Tour de France, Raymond Poulidor prend le départ avec une main plâtrée. Jacques Anquetil, soutenu par ses équipiers Pierre Évrard et Jean Stablinski, gagne l'épreuve pour la 3e fois. Au début des années 60, l'industrie automobile française est en plein essor. Toutes 3 sorties fin 61, les légendaires Ami 6, Simca 1000 et Renault 4L prennent leurs envols. En 1962, Renault est encore à l'honneur, grâce à la marque Alpine de Jean Rédélé. La fameuse Alpine A110 est née. On la voit dans tous les rallyes, se préparant pour ses futures victoires au Monte-Carlo ou à son sacre en championnat du monde des constructeurs. Côté anglais, en 1962, Triumph sort la Spitfire. Elle sera produite jusqu'en 1980. La marque MG sort la même année la MGB. En France, ce petit cabriolet incarnera l'esprit Nouvelle Vague. Aux États-Unis, question moteur, The Bigger the Better reste de rigueur. Évidemment, c'est un truck pick-up qui pavane en tête des meilleures ventes, le fameux F-150 de chez Ford. Côté berline, Pontiac sort un modèle dénommé Grand Prix qui attise toutes les convoitises. Bon, on a sillonné la totalité des Alabama Hills, la totalité du site. Et bon. Mais je pense que c'est tout virtuel, moi, comme dans mes jeux vidéo. Borderlands, Star Wars Battlefront et Red Dead Redemption. En fait, ils n'ont rien inventé, ils se basent sur du décor naturel. Ouais, tout vient de la nature, mais t'avais pas un dessin animé qui... Ouais, Spirit, l'étalon des plaines. En 2002, c'est le film de mon enfance. Tu vois ? Alors, dessin animé, jeux vidéo, western, et même la charge de la brigade légère qui se passe en Inde. Tout ça dans les Alabama Hills. Bienvenue au musée du western de Lone Pine. Voici notre caméra car, dans un état parfait comme à l'origine. Les caméramans pouvaient se tenir à l'avant, sur le toit ou à l'arrière. C'est la compagnie RKO qui utilisait ce type de véhicule dans les années 40-50. Elle pèse 2 tonnes 7. 2 tonnes 7 ? John Wayne, c'est la vedette de western. Son dernier film, Le Dernier des Géants, a été tourné ici. Voici le costume qu'il portait, il nous l'a donné juste avant sa mort. Son dernier film ? Oui, c'est son dernier film. Vous pouvez voir les traces de balles sur sa veste. Finalement, il n'était pas très grand. Je l'ai toujours imaginé très imposant. Non, je dirais 1m80 à peu près. Je l'imaginais comme un géant, un gars énorme. Notre film La Conquête de l'Ouest a été tourné en cinérama, c'est-à-dire avec 3 caméras simultanées pour créer l'effet panoramique. Bob nous a fait un cours passionné sur les techniques du passé. L'occasion pour moi de le taquiner en lui rappelant l'origine française du cinéma. Je voudrais vous demander quelque chose. Partout aux États-Unis, vous utilisez les mesures impériales anglaises.
les pouces, les pieds, les yards et les miles. Et pour les films, vous utilisez les millimètres. Pourquoi utilisez-vous les mesures métriques? Les pellicules étaient fabriquées en France et les millimètres correspondent aux largeurs des pellicules. Oui, mais vous auriez pu les convertir en inches. Je ne pense pas qu'on fabriquait des pellicules aux États-Unis. C'est la première mesure du système métrique que je vois aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Nous avons rencontré une personne en ville. C'est la présidente de la chambre de commerce de Lone Pine. Elle nous a dit qu'elle était engagée quand elle était jeune. Ah oui, Kathleen. Oui, elle était dans le film. Oui, elle était figurante dans la conquête de l'Ouest. Elle était habillée en jeune squaw avec des tresses et mocassins. Les Alabama Hills sont tellement extraordinaires qu'elles ont aussi servi de décor pour des films du monde entier. Gunga Din en est le plus bel exemple. On y a construit un temple indien et une ville dans laquelle travaillaient 13 000 personnes. C'est dommage qu'ils n'ont pas gardé les décors. Oui, mais comme c'est un territoire qui appartient au gouvernement, la règle c'est si tu construis un décor, tu dois le détruire quand le film est terminé. On n'a pas tourné que des westerns à Lone Pine. Humphrey Bogart y a tourné La Grande Évasion en 1937. Ça, c'est la voiture qu'il conduisait, une Plymouth. Dans le film, il était poursuivi par la police et dévalait la route du mont Whitney en voiture. C'est là qu'on a vu que Boogie n'était pas un très bon conducteur. Et pourquoi il n'était pas un bon conducteur? Ça, je ne sais pas. On se souvient tous de Gladiator avec Russell Crowe. La scène où Russell Crowe était supposé être à cheval dans les collines de Rome a été tournée dans les Alabama Hills. Dans le premier Iron Man, Robert Downey Jr. tourne le dos au mont Whitney et dit « Je vous présente Jericho ». Et à ce moment-là, toutes les bombes explosent. C'est cette scène qui a été filmée ici. Certaines scènes de Star Trek ont été tournées ici il y a 30 ou 40 ans. Quand on a filmé Star Wars, les metteurs en scène avaient besoin de petits personnages. Ils ont donc demandé de l'aide à notre école et ce sont les enfants de l'école et leurs professeurs qui jouent dans l'épisode 4. En 2012, Quentin Tarantino a choisi Lone Pine pour tourner Django Unchained. Toute l'équipe a signé ce mur. Ouais, c'est cool. Si vous vous souvenez bien, il y a une charrette de dentiste dans le film. Pour les besoins du tournage, ils en avaient construites 3, et Quentin Tarantino nous en a donné une. Quentin Tarantino est un grand connaisseur de l'histoire du cinéma. William Whitney a fait plus de 100 films dans les Alabama Hills. Pour une raison ou une autre, ces films ne plaisaient pas à tout le monde, mais Quentin Tarantino était l'un de ses plus grands fans. Il disait qu'il avait tout appris de lui. C'est en son honneur qu'il a utilisé le clap de William Whitney pour tourner Django. Même si on a des zones de camping réservées dans les Alabama Hills, vous pouvez aller camper avec votre motorhome ou votre voiture absolument partout. Partout. Tant que vous restez sur les pistes, vous pourrez aller où vous voulez parmi les 10 000 hectares des Alabama Hills. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Nous, on est là pour randonner dans les montagnes, la Sierra, depuis 3 jours. Et on commence, et demain, on va à Las Vegas pour un peu de casino, quoi. Ok. Mais ici, à Lone Pine, dans ce décor, qu'est-ce que tu es venu voir? La montagne, le mont Whitney. Le mont Whitney. Qui est en face de moi en ce moment. Et le cinéma, ça t'intéresse pas? Ah oui, non, depuis que j'étais gamin, j'étais fanat de l'Orange avec mes deux frères. Ouais. Tous les matins, le samedi, on est allé au ciné pour voir l'Orange. Et la conquête de l'Ouest, tu connais? Ah oui, ça je connais. Bon. Et les lancers du Bengale? Ça, un petit peu. Oui, c'était... La charge de la brigade légère? Bien sûr. Et Bonanza? Bonanza, ouais. Tout ça, c'était filmé en anglais.
Mais à qui appartient la terre ici? La terre? Le comté de Inyo est le deuxième plus grand comté de Californie, juste après San Bernardino. Il s'étend de Bishop au nord jusqu'à la vallée de la mort au sud. C'est énorme, à peu près 26 500 km², dont plus de 98% appartient au service des forêts, au gouvernement et à l'armée. Il y a ici 2 réserves indiennes, dont une à Indépendance. Oui, l'histoire des natifs américains est très intéressante. Ils mettent les chevaux et tu les attrapes. En 1987, la Cour suprême des États-Unis décide que les natifs américains pourront exercer les jeux de hasard sur leur territoire. Des centaines de casinos sont ouverts un peu partout dans toutes les réserves indiennes. Parfois, ce sont d'immenses complexes hôteliers avec des dizaines de restaurants, boîtes de nuit. Et parfois, comme ici à Indépendance, ce sont de tout petits établissements, mais suffisants pour faire vivre la tribu. Beaucoup de Japonais se rendent à Manzanar parce qu'on y avait enfermé beaucoup de leurs pendant la Seconde Guerre mondiale. Même s'ils ont construit un mémorial, les Américains ne sont pas très fiers de ce site historique. Ça file bad ici. On sent pas bon, des mauvaises ondes. Hein. Et 110 000 personnes vivaient ici, en détention, dans ce site. Le seul signe de bonheur que j'ai pu trouver, c'est peut-être les vestiges de ce jardin japonais. Alors les Américains, ils ont considéré tous les Japonais comme des espions. En 1941, après l'entrée en guerre du Japon avec l'attaque de Pearl Harbor, les Américains ont considéré tous ceux qui étaient d'origine japonaise comme des ennemis ou comme des espions. Ça représentait un danger pour la nation. Donc à leurs yeux, la sécurité voulait de les enfermer, de les couper de tout contact extérieur. Et ils ont construit une dizaine de camps de détention comme celui-ci. Manzanar est le plus grand. Il faut mettre en comparaison les 110 000 personnes qui vivaient ici, rapport à la population de Lone Pine qui fait aujourd'hui 2000 habitants seulement, et qui pendant la dernière guerre, ça faisait à peu près 1500-1600 habitants. Et ici, ils étaient plus de 100 000. C'est incroyable, c'était une immense ville entourée simplement de 2 villages pour garder tous ces Japonais. Le Mirador, c'est quand même pas terrible. Hein. Manzanar, c'est une autre histoire que les westerns. Au début du siècle, la ville de Los Angeles avait du mal à se développer. Ils avaient besoin d'eau pour grandir. Un ingénieur en hydrographie se rend à Keller, où se trouve le lac Owens, mitoyen de Lone Pine. Il découvre que l'eau du lac et de la vallée, située à 1200 mètres d'altitude, peut être facilement acheminée par gravité jusqu'à Los Angeles. La construction de l'aqueduc est décidée en 1905. Il sera inauguré le 5 novembre 1913. Le lac Owens faisait 64 km sur 48. Il n'était pas très profond, à peu près 4 mètres. C'était un centre vital pour toute la région avec les mines d'argent, de zinc et de plomb de Sénogordo à Killer.
Il était utilisé pour transporter les minerais jusqu'à Los Angeles dans les années 1850-1860. Forte de 5000 habitants et fière de son quai de 100 mètres de long pour le transbordement voie ferrée bateau, la ville de Keller connaissait une forte activité économique dont les retombées profitaient aussi à Lone Pine. Mais 1924 sonne le glas pour Keller. En 1924, le lac s'est asséché. C'est le début de la guerre de l'eau. Sur fond de malversation, le maire et le département ouatère de Los Angeles ont pris soin d'acheter toutes les terres où passe l'aqueduc. Les habitants, qu'ils soient colons, fermiers, natifs, se sentent spoliés et ils ont parfois recours aux attentats pour se faire entendre. Cette histoire sera d'ailleurs la toile de fond du film de Roman Polanski, Chinatown. En 1970, la vallée de Lowens et la région du lac de Keller est devenue tristement célèbre à cause de ces particules de poussière. D'énormes tempêtes font s'envoler des poussières nocives et des minéraux qui rendent les gens très malades. Les poussières dont nous parle Bob sont en effet très toxiques. Elles contiennent des particules de chlore et d'arsenic. Ce phénomène de nuages toxiques se produit à peu près 25 jours par an, se déplace jusqu'à 250 km et affecte la santé de 40 000 personnes. En 1970, la ville de Keller se meurt. Elle a perdu tous ses atouts, les mines, le chemin de fer et le lac. Pendant ce temps, Lone Pine continue son cinéma. Pensez-vous qu'un jour l'eau va revenir à Keller? Non. Mais Keller n'est pas complètement ville fantôme. Certains ont trouvé avantage dans ces maisons délaissées. Venue du Michigan, Suzanne s'y est installée. C'est sa conquête de l'Ouest à elle. C'est la première fois qu'elle est vraiment chez elle. Elle peut enfin cultiver ses rêves. Alors c'est vous qui êtes venu dans cette belle voiture? Oui, une Thunderbird de 1956. Quand mon beau-fils l'a vue, il m'a dit « T'as vu, c'est une Thunderbird. C'est incroyable. C'est une magnifique voiture. » Quand l'hiver est arrivé, toutes les plantes sont mortes. Pour leur redonner vie, je les ai peintes en vert. Et tout le monde se demandait pourquoi mes plantes étaient encore en vie alors que les leurs étaient déjà mortes. Je leur ai dit la vérité. Mais au printemps suivant, elles sont devenues encore plus belles, alors que je pensais qu'elles allaient mourir à cause de la peinture. En fait, ça les a rendues plus fortes. C'est drôle, non? C'est mon père qui a fabriqué cette sculpture il y a 25 ans avec des mâchoires d'animaux. Avant de venir ici, j'avais jamais rien eu à moi. Ici, je peux enfin m'exprimer. La conquête de l'Ouest, c'est l'histoire des colons, des Indiens, des cow-boys et des bandits. Si le cinéma en est le principal témoin, les chapeaux aussi pourraient raconter leur histoire. Merci. Merci beaucoup. Merci. Thank you for coming. And God save Lone Pine. And bring water.